Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On a eu une semaine, en tout cas un début de semaine plutôt vert, plutôt agréable, notamment mené par BTC. Est-ce que c'est suffisant sur les alts? Non, encore et toujours. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence à parler d'acheter du BTC avec des taxes douanières. Est-ce que c'est faisable ou pas au niveau des USA? On va en parler ensemble et on va revenir sur l'état du marché. État du marché qui est quand même dans une zone clé. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais avant, je pense qu'il est intéressant de commencer avec, ici, la blague du jour, qui est « Il n'y a eu aucun délit d'initié à la Maison Blanche », déclare Kevin, notre ami le conseiller économique de la Maison Blanche. Bref, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de délit d'initié. Bien évidemment, Donald Trump n'est pas en train de manipuler le marché. Bien évidemment, il n'a pas fait des millions en lançant son Trump, donc à Memecoin, quelques jours avant son investiture. Bien sûr, nous sommes au courant de tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que non, il n'y a pas de délit d'initié, mais par contre, clairement, il y a de la manipulation. Bon, en parlant de manipulation, on va parler aussi d'OM, donc la crypto qui a chuté, la crypto de Mantra. Beaucoup pensent que c'est un scam, là on commence à avoir des preuves que ce n'est pas le cas. Je vous ai répété ça déjà dans la vidéo d'hier, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Actuellement, ce n'est pas un scam, c'est plus une forme de manipulation. Ici, de quelques acteurs, nous avons notamment Zach XBT qui a fait son analyse et qui nous dévoile que c'est les fondateurs de Refinance avec Denko et un nom imprononçable qui sont derrière justement Mantra et qui ont collatéralisé un maximum d'OM, donc la crypto, de Mantra. Et tout ça lié avec le fait d'avoir très peu de liquidité, parce que ça c'était un fait au niveau de Mantra, très peu de liquidité, ça entraînait quoi? Un crack énorme, et chose que l'on a vu là avec des vecteurs de liquidation qui ont été énormes. Donc non, ce n'est pas un scam, mais je pense qu'il y a de la manipulation dans tout ça, et on va avoir une enquête qui va être ouverte, on va avoir certainement plus d'informations dans les semaines/mois qui arrivent, et on attend de voir tout ça. En attendant, dans les bonnes nouvelles, on nous parle d'acheter du Bitcoin avec des taxes douanières. Alors quand on regarde ici Trump Administration, oui et non, c'est-à-dire que quand on regarde exactement ce qu'il en est, la typologie de personne, c'est le président du conseil des advisors sur les cryptos, globalement sur les assets digitaux. Bon, c'est très loin d'être, comme c'est prononcé ici, l'administration de Trump, mais néanmoins, c'est une réalité, il y a plusieurs moyens d'acheter du BTC, et il a été mentionné à un moment donné d'avoir un pourcentage des taxes douanières qui permettent de pouvoir être injectés dans du Bitcoin, mais pas que dans du Bitcoin, ça pourrait être aussi dans des actions, bref, récupérer une partie de la liquidité pour pouvoir être déversé dans ici des actifs, comme les actifs digitaux, par exemple comme Bitcoin. Mais en effet, il y a quand même une multitude de moyens de pouvoir augmenter le nombre de Bitcoin détenus par les USA. Il y a toute une réflexion qui est en cours, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement fort, parce que nous avons le premier président d'un pays qui a accepté Bitcoin comme une monnaie légale, qui a été reçu par Trump, donc c'est intéressant de voir déjà un premier retour, et voir l'impact que ça pourra avoir sur la décision principalement de Trump et dans les injections de liquidités que l'on pourrait voir dans les jours à venir. En attendant, nous avons ici la SEC qui retarde la décision sur l'ETF stacking, donc principalement tous les ETF stacking, mais là ça va être aussi sur celui d'Ethereum, et c'est ce qui pose question. Est-ce que Ethereum et le stacking d'Ethereum est oui ou non une security? Ça a toujours été le point crucial, le point le plus important dans la définition oui ou non d'Ethereum comme étant une security. C'est ce qui fait principalement que Bitcoin a été très vite catégorisé comme étant une commodities. Il n'y a pas de stacking, il n'y a pas de je place mes jetons et je gagne plus de jetons. Donc forcément, là, c'est un cas très particulier et je pense qu'on va vite voir la décision de la SEC dans les semaines à venir. Et il y a certainement aussi beaucoup de réunions qui sont dans l'apprentissage de ce qu'est une securities par rapport à la crypto-monnaie, parce que globalement, c'est ça le plus compliqué. Arriver à adapter quelque chose qui ne rentre pas dans les cases, la crypto, à quelque chose qui, à la base, a défini toutes les cases depuis quasiment plus de 70 ans. Donc, c'est compliqué, mais on devra avoir, je pense, des retours assez rapidement, et si c'est validé, là on aura certainement la validation du fait que Ethereum n'est pas une securities. Et là, ça pourrait aller très vite, très fort pour l'ensemble des cryptos, parce que ça sous-entend que si Ethereum ne l'est pas, la majeure partie des cryptos qui sont en stacking ne le sont pas aussi. Et là, c'est le début, en effet, d'un moment où la réglementation sera vraiment officiellement pro-crypto.
En attendant, si vous voulez me rejoindre, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite. Elle est gratuite, vous avez de la formation, de l'information, vous avez les dernières masterclass, c'est simple, il suffit de cliquer dans le lien en commentaire. Et en description, vous vous inscrivez et vous avez le petit bouton qui se trouve ici pour pouvoir me rejoindre et à ce moment-là profiter de l'application, du contenu et de pouvoir discuter, de pouvoir poser vos questions. C'est en commentaire, en description. Et nous, on attaque un petit peu les analyses graphiques. Vous allez voir avec le Nasdaq. Nasdaq qui est en phase de consolidation, on a eu une journée qui était plutôt positive, même si la fin de journée était quand même un peu plus compliquée, où on a retracé une partie de la bougie. Néanmoins, on est toujours entre le 382 et le 0,5, donc toujours dans cette selling zone. Pour moi, on est en train de la travailler. Il va falloir vraiment valider une sortie par le haut puissante pour aller chercher les 21 000. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, je pense qu'on ira à minima retester les 17 000, voire peut-être plus bas. On a toujours ce segment à aller chercher beaucoup plus bas. On sait toujours qu'on a une guerre très importante économique entre la Chine et les USA. La Chine qui essaie d'aller chercher des partenaires avec par exemple le Vietnam en disant bon, le Vietnam, viens avec moi, on va justement contrer les taxes douanières parce qu'on sait bien que le Vietnam est le second atelier du monde, donc forcément ça va être impacté. Il y a une volonté ici de faire jouer la sphère d'influence pour essayer de créer un bloc pour pouvoir lutter contre les USA et contre ici l'imposition en fait très très forte des USA sur les taxes douanières. Bon, ça ne marche pas forcément super bien, mais en attendant, on a ici un Nasdaq qui consolide. Qui consolide, ce n'est pas ce que l'on veut. On veut un Nasdaq qui pousse ou à minima qui finisse son mouvement de façon à pouvoir repartir tranquillement. Donc plus on va consolider, plus ça va prendre de temps, et c'est le cas aussi sur le S&P 500, et le S&P 500 est encore plus marquant. Quand on regarde le Nasdaq, on se dit ok, on est en train de consolider 0,5 382, avec ici le support qui devient résistance, plutôt quelque chose de classique. Bon, bah, le S&P 500 c'est encore plus marquant, parce que oui, en effet, on a ici un très très gros support qui est devenu résistance. On voit que on a échoué une fois dessus, et là globalement on est en train d'échouer aussi, donc globalement la possibilité d'aller faire ça est quand même très très grande, et je pense que cette fin de semaine va être primordiale. On est sur une semaine qui est plutôt verte, donc je pense qu'on va avoir encore une journée aujourd'hui plutôt vert, mercredi aussi vert, et jeudi, vendredi, il va falloir vraiment, je pense, s'accrocher un petit peu, même si vendredi, on rappellera qu'on est sur un jour férié, donc il y a assez peu de volume sur le 18 avril. Néanmoins, mercredi, nous avons le PIB chinois qui va être très important, on va avoir la vente au détail, et surtout un discours de Jérôme Powell. Petite blague, actuellement la Maison Blanche est en train de faire passer des interviews à des personnes pour remplacer Jérôme Powell. Bon, ça ne rigole plus, globalement on cherche à faire sauter la Fed pour pouvoir faire descendre les taux rapidement et injecter l'économie sur les USA. Ça, on le garde en tête parce qu'on sait très bien que si on imprime de l'argent, ça fait bouger quelque chose qui est la totalité de la monnaie globale. On en a déjà parlé plusieurs fois et je vais revenir dessus un petit peu vers la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir que ça a une implication très forte sur la crypto. En attendant, nous avons le pétrole qui est toujours très bas, en dessous des 65 $, donc ça veut dire une inflation quand même relativement contrôlée, relativement basse. On va avoir le dollar qui continue à s'enfoncer en dessous de 100 points, donc ça c'est vraiment un point qui est clé. Normalement c'est un point qui est censé dynamiser le BTC. Alors BTC a surperformé le Nasdaq sur la journée d'hier, ce qui est plutôt positif, mais est-ce que c'est suffisant? Quand on regarde cette semaine sur le CME, sur le Chicago Mercantile Exchange, donc qui est la représentation ici des futurs des institutionnels, et la bougie représente hier, et en même temps, aujourd'hui, sur ces débuts de journée, on a une bougie qui est beaucoup plus puissante que celle du Nasdaq. Il nous valide bien le fait que Bitcoin surperforme le Nasdaq quand on est dans une incertitude ou quand on est dans une baisse, ce qui est plutôt positif. Court terme, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on est en train de consolider au-dessus du 618, mais toujours en dessous du 786, donc toujours zone de rechargement pour une continuité baissière. Néanmoins, la consolidation qu'on est en train de voir crée énormément de liquidités ici, et les liquidités ici se renforcent aussi. Donc pour moi, la probabilité, si aujourd'hui on pousse bien aussi sur le Nasdaq, et mercredi aussi, donc on est bien sur 3 jours verts sur ce début de semaine et une fin de semaine un peu plus agressive, un peu plus rouge, et qu'on n'a pas de petites surprises de Donald Trump comme on peut l'avoir régulièrement avec un petit tweet qui met le sang absolument partout, on aurait une accélération pour aller liquider toutes ces parties-là, donc potentiellement un retour au-dessus des 89 000, voire 90 000 $, ce qui serait plutôt positif sur BTC. Par contre, on ne serait pas sauvé. Pour moi, ça veut dire que on aurait ici une consolidation. Si on consolide au-dessus, c'est plutôt positif. Par contre, si on fait juste une prise de liquidité et qu'on consolide en dessous, ça sous-entend que là, par contre, on va aller chercher à minima ce bloc-là, voire peut-être même plus bas. Ça va être
à surveiller. En attendant, on a d'autres indicateurs à prendre en considération. Un, les liquidités, ça j'en ai parlé, on voit bien qu'on a toujours des liquidités dans les 90, au-dessus des 85, un petit peu de liquidité sur la partie basse, ça se renforce notamment depuis qu'on a passé le 9 avril ici en dessous des 75 000, et c'est pas énorme par rapport aux 90 000 que l'on a là, et la proximité des 90 000. Et on voit bien que plus on monte ici en escalier, plus la liquidité se renforce, donc on a un intérêt grandissant, plus on se rapproche de ça, et une mèche va aller très vite pour liquider absolument tout. Deuxième indicateur et deuxième réflexion que l'on voit un petit peu partout en ce moment, j'ai déjà fait des vidéos dessus, ça va être la notion de liquidité, le Global M2, qui est la représentation de l'ensemble des liquidités sur l'ensemble du marché. Globalement, c'est la liquidité mondiale, l'argent mondial, c'est un peu l'idée, et on a toujours eu une corrélation très forte entre cette liquidité-là et la valorisation des assets à risque, et notamment Bitcoin. Et on voit qu'on a un écart à peu près de 70-75 jours qui est effectué. Alors certains disent 110, mais la réalité c'est que c'est plus en moyenne 75 jours. On est dans ici ce timing où globalement quand on regarde ce que l'on a eu sur la chute précédente, où on avait première impulsion baissière, deuxième, troisième, et ensuite on est parti. La liquidité se préparait avant et le mouvement de BTC après. Et là, on a recalibré tout pour bien montrer là où nous sommes actuellement. Et dans ce graphique, on voit bien que ce que l'on attend, c'est encore une impulsion baissière pour repartir, pour se caler vraiment dans la notion de liquidité que l'on retrouve ici, avant d'avoir l'impulsion haussière, ce qui nous amène globalement encore dans quelques mois avant d'avoir l'accélération, plutôt quelques semaines, avant d'avoir l'accélération forte liée par le Global Market 2. La seule différence, c'est que là, on a vraiment une liquidité globale mondiale qui est liée à la Chine, avec des impressions monétaires très fortes, qui n'est pas forcément liée encore aux USA, bien que on a une facilité, une largesse qui a été donnée par la Fed avec une diminution du QT, donc du quantitative tightening, c'est-à-dire que la Fed, je le rappelle, a décidé de passer de 20 milliards à 5 milliards le nombre de ventes qu'elle effectue sur le marché tous les mois, donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a moins de pression baissière. Néanmoins, est-ce que c'est suffisant pour avoir un BTC qui s'envole très haut? Je ne pense pas, mais par contre, ce serait cohérent avec ce que l'on a vu ici, c'est-à-dire avec une accélération haussière pour récupérer les liquidités qui se trouvent là, pour ensuite aller chercher un petit peu plus bas, et repartir avec de la liquidité qui rentre sur le marché. Dans tous les cas, le plus important pour moi, c'est pas tant la liquidité total market, ça va être ici les macroéconomies. Vraiment, à partir du moment où on va avoir un statu quo qui va se faire et surtout une résilience au niveau des indices, à partir du moment où on va statuer que la résilience est effectuée et que les mauvaises nouvelles n'ont plus d'impact sur les indices, là on aura certainement notre go pour une réaccélération haussière forte. Le troisième ici point important, ça va être la représentation des profits et des pertes effectuées sur la supply. Donc en bleu, c'est ceux qui sont en profit, en rose, rouge, c'est ceux qui sont en loss, en perte, et on voit que ça nous donne ici une correction qui correspond un petit peu à ce que l'on avait vécu, encore une fois en 2024, durant ici tout ce bull flag qui a été relativement long. On espère ne pas avoir la même temporalité, mais la réalité c'est qu'on est aussi un peu dans le même scénario avec un gros retracement, 80% en bénéfice, 18% en négatif, et à savoir qu'on était monté à 23% quasiment de la supply en perte sur la fin du mouvement de ce bull flag, et on pourrait très bien avoir la même schématique ici, encore une fois, quelque chose qu'on pourrait avoir l'habitude de voir, surtout sur une macroéconomie qui est compliquée, ici une trade war qui est compliquée aussi, un affrontement Chine-Amérique qui est aussi présent, et ça, forcément, ça rajoute un poids d'incertitude très fort, et ce poids d'incertitude crée aussi ici une diminution du nombre d'injections de liquidités sur les actifs à risque tels que Bitcoin. En attendant, on a toujours une dominance qui monte, je pense quoi, bientôt dépasser les 64 pour aller certainement vers les 65%, donc c'est-à-dire vraiment un poids de Bitcoin énorme sur l'ensemble des crypto-monnaies, et donc ça montre aussi que il y a un market qui est drivé vers un seul et unique actif, ce qui peut expliquer, in fine, que oui, Bitcoin est en train d'être très résilient par rapport à l'ensemble du marché, parce qu'il y a toute la liquidité qui va vers Bitcoin au niveau de la représentation des cryptos. Bref, tout ça pour vous dire que Bitcoin is king pour l'instant, et je pense que ça le restera tant que on aura toujours cette vague d'incertitude, tant qu'on n'aura pas un bottom posé sur les indices, et tant qu'on n'aura pas ici un risk on qui permettra d'avoir la liquidité qui va se déverser sur autre chose que BTC. Et autre point, la réglementation américaine autour des cryptos est en train d'avancer très vite,
Même si on a l'impression que c'est très lent, la réalité c'est que c'est très vite, et il va falloir voir l'impact que ça aura, surtout quand on aura cet aspect risk-on qui arrivera, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, à partir du moment où on aura une respiration suffisamment importante dans les négociations, et les indices nous donneront, je pense, ce signal-là bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, et surtout abonnez-vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.